On va y aller. Maintenant, espérons que Merci à vous de nous ouais. rejoindre dans PIB, Produit Info Brut sur Financial Afrique TV. Nous allons aujourd'hui nous appesantir sur une étude faite par le cabinet Finactu sur le coronavirus et l'Afrique. Donc, je suis en compagnie de M. Denis Chemnier-Gendreau, le président fondateur de Finactu, M. Guillaume Gilquest, directeur de la recherche de Finactu, et je serai également assisté par Adam Awad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bonjour à vous, messieurs, et bienvenue dans PIB. Bonjour à tous. Bonjour à vous tous. Quelles mesures pour atténuer l'impact de la crise sur les économies africaines? Je cite, dans votre analyse, vous dites « Il ne faut pas analyser la crise avec les yeux, les concepts et les stratégies des pays industrialisés ». Comment l'Afrique doit-elle analyser la crise et pourquoi, Monsieur Gendreau? Bon, nous, quand on regarde, nous on est à cheval sur l'Europe et l'Afrique. C'est-à-dire qu'on est une équipe composée à la fois d'Européens et d'Africains qui est basée en Afrique et qui travaille uniquement sur l'Afrique. Et donc on a toujours cette double culture dans nos têtes. Et d'un côté, on voit les images des chaînes d'infos en continu européennes où vous avez des morts partout, des morgues qui sont pleines, etc. Un spectacle vraiment catastrophique. Et puis, on essaye de se dire, ce truc-là va forcément arriver un jour en Afrique. On sait que l'Afrique, de ce point de vue-là, est en retard par rapport à l'Europe. De ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer quand ça va arriver? Et en fait, très rapidement, on s'est dit deux choses. D'abord, le Covid-19, quand vous le regardez en détail, c'est une maladie, passez-moi l'expression, une maladie de vieux. C'est-à-dire, ça touche massivement et presque exclusivement les personnes âgées. Je dis pas un peu, je dis massivement. Un chiffre, 75% des morts en Europe ont plus de 75 ans. Donc, en fait, c'est une maladie de vieux. Il se trouve que l'Afrique, c'est un continent de jeunes. On le sait parce que nous avons beaucoup d'actuaires dans nos équipes qui en permanence analysent les populations africaines pour développer pour eux des systèmes de protection sociale. Et on s'est dit, si on applique les statistiques de mortalité de cette maladie qu'on connaît de l'Europe et de la Chine, qu'on l'applique à la population africaine qui est très jeune, que se passe-t-il? On s'aperçoit tout de suite que la jeunesse de la population africaine va massivement protéger cette dernière, la population africaine, des effets mortifères de cette maladie. Il y aura, on a pris l'exemple d'un pays, il y aura entre 5 et 10 fois moins de décès, toutes choses égales par ailleurs, de décès en Afrique qu'en Europe. Et du coup, on voit bien que la mesure phare de lutte contre cette maladie, qui est le confinement, qui est la mesure appliquée partout en Europe, n'a plus beaucoup d'intérêt en Afrique, et que c'est donc probablement pas ce qu'il faut faire, sauf quelques pays très avancés. Je pense peut-être à l'Afrique du Sud ou au Maroc, où là, ça a du sens. Mais dans tous les autres pays, il faut plutôt faire des mesures plus fines et plus intelligentes qu'un confinement brutal. Monsieur Gendreau, selon votre analyse, vous classez la France, l'Italie et l'Angleterre mauvais élèves ne disposant pas à ce jour de moyens de dépistage suffisants. L'Espagne et le Portugal mauvais élèves pour avoir renforcé leur capacité en dépistage après avoir été durement touchés par la crise. Vous classez au final la Corée du Sud et l'Allemagne comme étant des bons élèves ayant appliqué le dépistage massif dès le début de la crise. De quel modèle doit s'inspirer l'Afrique et en a-t-elle les moyens? Oui, l'Afrique a tous les moyens, parce que c'est une question d'intelligence et d'audace. C'est pas une question de moyens financiers. La preuve, regardez, qui est le pays aujourd'hui qui a le plus de morts? Les États-Unis. Et on va pas dire que les États-Unis sont un pays qui manque de moyens. Ils ont, non seulement ils ont tous les moyens du monde, mais ils ont même un accès illimité à des financements illimités, puisqu'ils ont leur propre planche à billets, qui d'ailleurs tourne à plein régime en ce moment. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'intelligence et d'audace. Et il faut pas que les Africains raisonnent face à cette maladie avec justement les concepts européens. Ce qui serait logique, au-delà des liens classiques entre l'Afrique et l'Europe. On voit bien que cette maladie, elle a d'abord touché l'Europe, ensuite elle va arriver en Afrique. Donc il serait normal qu'on utilise l'expérience européenne pour l'importer en Afrique. Il ne faut pas le faire. Parce que comme je l'ai dit, c'est une maladie qui va beaucoup moins toucher, beaucoup moins menacer l'Afrique que l'Europe. Il y a probablement d'autres facteurs qui vont protéger l'Afrique, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Guillaume, tu auras des choses à dire là-dessus. Et enfin, on se rend compte que le confinement, quand vous réfléchissez au confinement, pourquoi il est inadéquat en Afrique à part quelques pays? Le confinement, ça consiste à bloquer la totalité de votre population pour sauver qui? Ceux qui sont menacés par le Covid, c'est-à-dire les vieux.
Est-ce que c'est raisonnable quand vous avez beaucoup de vieux dans votre population et que vous n'avez pas d'autre solution? Oui, c'est ce que fait l'Europe. Est-ce que c'est raisonnable à Yaoundé, à Abidjan, à Dakar? Évidemment non, puisque là-bas, dans ces villes-là, vous avez beaucoup moins de personnes âgées. Et il se trouve qu'il y a une autre particularité, c'est que les personnes âgées en Afrique sont massivement, en général, dans les campagnes, dans les zones rurales. D'accord? C'est là qu'on va passer sa retraite paisible. Donc, au total, nous avons le sentiment que voilà, l'Afrique peut se protéger bien plus efficacement en n'appliquant pas les méthodes européennes. Alors, M. Gilkes, tout à l'heure, M. Gendreau disait que vous alliez approfondir un peu sur le sujet. Nous sommes à vous, nous vous écoutons. Oui, dans la continuité de ce que disait M. Chemillier-Gendreau, en étudiant les habitudes sociales en Afrique qui peuvent être différentes, certains pays ont eu des idées originales qui n'ont pas été faites en Europe. Et l'idée, par exemple, de confiner les villes pour protéger les campagnes, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire, était plus adaptée au fait qu'il y a peut-être plus de jeunesse active à la capitale et plus de personnes âgées dans les campagnes. Et donc, cette solution qui n'avait peut-être moins de sens en Europe, on a beaucoup plus en Côte d'Ivoire. Pour revenir sur les chiffres que citait M. Chemillier-Gendreau, en effet, notre équipe a rapidement, en utilisant tout simplement la mortalité par classe d'âge qu'on a observé dans le peu de données qu'on a actuellement, l'Afrique est en moyenne 2 fois plus jeune, un âge moyen en Afrique noire de 20 ans contre 40 ans en Europe, et donc elle est 5 fois moins touchée. Ça, c'est les données brutes. Évidemment, on sait qu'il y a d'autres aspects de comorbidité. On se demande, le palu, le sida, d'autres maladies qui peuvent circuler plus en Afrique qu'ailleurs pourraient accentuer les effets du Covid. Et puis on a surtout l'effet de la récession économique qui risque de plonger dans la pauvreté une classe moyenne qui dans certains pays commençait à émerger. Et évidemment que la pauvreté tue. Donc évidemment qu'il faut nuancer nos propos. On fait ici des analyses de données avec toute humilité. On les fait quand même parce qu'il faut décider, anticiper. Mais on sait très bien que les données changent et qu'on commence tout juste à en avoir. On a essayé en tout cas, avec notre angle d'approche spécifiquement africain et avec notre regard aussi habitué à travailler sur les systèmes de protection sociale, de donner des idées nouvelles et de donner des idées africaines qui n'ont pas été appliquées ailleurs. Alors, le confinement n'est pas la meilleure réponse pour l'Afrique, à vous entendre parler. Alors, quelle meilleure réponse sanitaire et économique en Afrique? Alors, il y a deux aspects là dans votre question. Il y a l'aspect sanitaire. Clairement, nous, ce que nous... D'abord, il n'y a pas de recette. Et Guillaume l'a dit. Et vous voyez, je m'emporte et j'oublie de toujours commencer mes phrases par ce qui est essentiel, c'est l'humilité. On est sur une maladie qui est vraiment nouvelle, donc il faut être humble. Mais cette humilité n'exclut pas quand même quelques conseils. Le premier conseil, c'est qu'il faut trouver une méthode pour chaque pays. Ce qui est sûr, c'est que le confinement n'est pas la bonne solution pour l'Afrique subsaharienne. Encore une fois, j'insiste, l'Afrique du Nord est dans une situation différente. En Afrique subsaharienne, nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt le cordon sanitaire très strict qui sépare les villes des campagnes. Il faut éviter le schéma classique du jeune qui est à la ville pour y travailler et qui, en week-end, pour le week-end ou pour des fêtes, là en l'occurrence par exemple pour le ramadan en ce moment, retourne au village, hein, c'est une expression classique, on va au village, voir en général ses vieux, c'est comme ça qu'on dit en Afrique, on retourne au village voir ses vieux et en fait, on leur apporte comme cadeau empoisonné le Covid-19. C'est absolument ça qu'il faut éviter. Donc, cantonner les villes et les campagnes. Ça, c'est une première chose. Après, il faut massivement les gestes barrières et les masques. Troisièmement, il faut probablement le couvre-feu. Le couvre-feu est probablement quelque chose d'intéressant dans le contexte africain parce qu'on sait que la vie nocturne en Afrique est très intense. La vie nocturne, c'est aussi des contacts. C'est pas bon. C'est sûr que c'est pas bon. Donc, on a probablement intérêt dans la plupart des capitales africaines, à promouvoir le couvre-feu. Voilà quelques réponses adéquates. Après, il y a les tests. Il faut que les gouvernements africains investissent massivement dans les tests. Quand j'ai dit vous avez dit tout à l'heure que la France était un mauvais élève, oui, parce que la France, encore aujourd'hui, n'a pas encore les tests dont elle aurait besoin, puisqu'on sait que le test, c'est ça qui permet d'affiner la lutte contre la maladie en identifiant précisément les gens qui sont porteurs du virus. Voilà quelques mesures qu'on peut proposer aux dirigeants africains.
Et en tout cas, donc, ce n'est pas une idée, comme on a vu dans les journaux pour l'Europe, une idée d'aplatir la courbe pour que le nombre de personnes hospitalisées n'atteigne pas le seuil critique de lit de réanimation, parce que ce n'est pas forcément adapté en Afrique. S'il y a, je crois, une centaine de lits de réanimation au Tchad, l'idée n'est pas d'aplatir la courbe jusqu'à 100 personnes, on n'y arrivera pas de toute manière. On a essayé dans nos études de montrer le nombre de lits de réanimation pour 1 million de personnes. S'il est de 2 au Mali, de 4 au Congo-Brazzaville, l'idée ce n'est pas d'aplatir la courbe, mais bien d'avoir certains autres réflexes que vient de lister M. Chemillé-Gendreau. Nous avons tout à l'heure analysé, vous avez tout à l'heure répondu par rapport au côté sanitaire. Et qu'en est-il de la réponse du côté des économies? Monsieur Gilles Kess. Alors, Guillaume. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses et beaucoup d'études sont parues de beaucoup d'institutions internationales. Et puis, les institutions régionales, nationales ont déjà pris énormément de mesures. Nous, on a essayé d'apporter un angle nouveau, des idées nouvelles, en plus de tout ce qui avait été fait et qui va dans le bon sens également. Et nous avons l'habitude d'accompagner les institutions de protection sociale pour étendre la couverture retraite aux indépendants, pour étendre les systèmes d'assurance maladie qui font tellement défaut en ce moment pour avoir un nombre de lits suffisant. Et on essaye de voir à la fois à court terme, moyen terme et long terme comment le développement, le renforcement de systèmes durables de protection sociale pourrait être une réponse. Alors pour cette crise, c'est trop tard, mais pour les prochaines, on sait très bien que après les dernières épidémies d'Ebola et autres qu'on a eues, on en aura une dans 3 ans qui portera un autre nom. Comment est-ce qu'on peut être mieux préparé? À la fois sur l'aspect sanitaire et sur l'aspect économique, les systèmes de protection sociale en général peuvent apporter, ce ne sera pas la solution, mais c'est une solution supplémentaire et dont on n'a pas forcément pris toute la mesure quand on voit toutes les autres mesures très bien ficelées, mais qui sont très économiques, monétaires, compris les institutions bancaires et régionales en Afrique. Alors, Adam Awad, oui. Nos invités sont oui, en fait, moi j'ai une préoccupation. Vous avez parlé de tests massifs, mais compte tenu de la faible capacité sanitaire, imaginez-vous qu'au Sénégal, on passe de 1000 tests par jour à 10 000 tests ou 15 000 tests par jour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce qu'il y aura une vraie prise en charge? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure en prenant le cas du Tchad, il n'y a que 100 lits sanitaires, mais il y a aussi très peu d'hôpitaux, très peu de structures sanitaires un peu partout en Afrique. Si on massifie les tests, est-ce que la prise en charge ne sera pas défaillante par la suite? Non, mais il faut massivement faire des tests, puisque c'est ça qui permet d'alléger les mesures de confinement, quelles qu'elles soient, y compris le cordon sanitaire dont j'ai parlé tout à l'heure. On voit bien que si on est un dirigeant africain connaisseur de sa population, on voit bien qu'il faut séparer les villes des campagnes, c'est-à-dire les vieux des jeunes. Je caricature, bien sûr, hein, mais l'idée, c'est celle-là. Après, on peut pas séparer les campagnes des villes indéfiniment. Donc, il y a bien un moment où il faut rétablir la porosité entre les deux zones. Et ça veut dire qu'il faut que vous laissiez passer des gens qui ne sont pas porteurs du virus. Et donc, il faut faire des tests. Il ne s'agit pas de tester toute la population. On n'est pas dans une logique sud-coréenne où là, vous avez des tests drive, vous ne sortez même pas de votre voiture, c'est gratuit, personne ne se préoccupe, le pays est riche, il a plein de capacités de tests. On n'aura jamais ça en Afrique subsaharienne. Mais on pourrait imaginer, par exemple, des zones tampons entre les villes et les campagnes, où il y aurait des SAS, en quelque sorte, où on testerait, on concentrerait les tests sur ces zones-là. On pourrait aussi imaginer que dans les villes, on teste, on confine, alors là pour le coup, chez elles, les personnes âgées. Et il arrive, quand je dis que les vieux sont dans la campagne et les jeunes dans les villes, on sait bien que c'est pas complètement vrai, qu'il y a des vieux dans les villes. On pourrait imaginer que si vous avez vos parents qui sont âgés en ville, vous les isolez chez eux, mais au bout d'un moment, vous avez besoin d'aller les voir. Et si vous avez une capacité de test, vous pouvez vous tester pour vérifier que vous n'êtes pas porteur du virus avant d'aller rendre visite à vos parents. Et donc, de ce point de vue-là, si vous avez un certain nombre de tests, même sans tester toute la population, vous êtes capable
d'introduire de la finesse dans la gestion de la façon dont le virus se propage dans la population. Merci à vous, messieurs, pour tous ces éléments de réponse. Donc, juste pour rappel à nos téléspectateurs, vous êtes bel et bien dans PIB. Nous avons aujourd'hui traité le sujet sur les mesures pour atténuer l'impact de la crise sur les économies africaines. Merci à monsieur Denis Chemlier-Gendreau, le président fondateur de Finactu. Également à monsieur Guillaume Gilquest, directeur de la recherche de Finactu. Merci d'avoir été des nôtres dans PIB. Merci à vous. Merci également à monsieur Adam Awad qui nous assiste chaque jour dans PIB et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous vous disons la semaine prochaine dans un autre numéro de PIB. D'ici là, l'information continue sur financialafrique.com.